Excellente matinée, merci d'être avec nous. À défaut de nous parler de football, surtout en ce moment, Mike Pérez est là pour nous parler de toute autre chose. La chronique des Mike. Mike Pérez, on parle de quoi ? On parle des tiques parce qu'on est vraiment dans la haute saison des tiques et il faut aussi prendre 2-3 petites précautions pour se protéger. La chronique des Mike. Les tiques. Oui, ça c'est un fléau, les tiques. Hein. Ouais. Alors la tique elle-même, faut le savoir, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle est petite, elle est inoffensive, elle veut juste se nourrir, c'est comme un moustique finalement. On dit une tique, c'est ça ? On dit une tique, exactement. Ouais. Le problème en fait, c'est pas la tique en elle-même, ce sont les bactéries et les virus qu'elle peut transmettre d'un corps à l'autre. Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Méningite ou je sais pas quoi. Voilà. Alors la maladie de Lyme, c'est la Lyme, plus ouais. connue, on va dire. Après, Après, il faut savoir qu'il y a 10% des tiques qui sont porteuses de ce virus, de cette bactérie qui va te provoquer la maladie de Lyme. Et puis seuls 10 à 20% des personnes piquées par une tique qui est infectée vont développer la maladie. Donc ça ramène à 1 à 2% le risque, si tu veux, d'attraper la maladie suite à une piqûre. C'est quand même beaucoup, Oui, c'est 2%, ça. c'est pas négligeable. Les symptômes, on les rappelle, ça commence par une... plus de chances de gagner à la loterie, en fait. Ouais. Les symptômes commencent par une rougeur sur la peau, c'est vraiment le premier signal pour consulter. Donc il y a des traitements antibiotiques qui sont aujourd'hui très efficaces. Faut pas non plus paniquer, parce que la transmission elle est pas non plus immédiate. Mais voilà, s'il y a un doute, allez à la pharmacie, faites contrôler et puis prenez le cas échéant un traitement de manière préventive. Ce qui est plus dangereux, par contre, c'est l'encéphalite à tique. Là, on parle de 1% des tiques qui sont infectées. Donc là, bien sûr que ça diminue encore le risque, mais le risque, il est toujours bel et bien présent. Et là, les symptômes, ils commencent par de la fièvre, de la fatigue intense et puis des maux de tête. Si vous attrapez une tique sur vous, vous la chopez, il ne faut pas l'écraser comme un moustique. Il faut, dans un monde idéal, utiliser cette pince. C'est des pinces spécifiques parce qu'en fait, il faut sortir toutes les pattes parce que c'est là qu'il y a le chenil. Donc, il faut vraiment être très précautionneux, bien les retirer pour effectivement ôter tout risque de transmission de maladie. Ça, c'est le plus important. Puis après, les conseils de prévention, il faut éviter les autres herbes parce que c'est là qu'elles sont le plus souvent. Donc, si en plus tu es en short, que tu es en randonnée, tu te promènes dans la forêt ou comme ça, qu'il y a des herbes hautes et puis que tu es en short, forcément tu prends un peu plus de risques. Elles peuvent même grimper, on dit jusqu'à 1,50 m. Donc ça peut vraiment être dans des très très hautes herbes. Mais disons que déjà sur des herbes qui sont à 30, 40, 50 cm du sol, ça peut suffire. Donc couvrez-vous bien, mettez des pantalons longs plutôt, passez même vos chaussettes, c'est pas très sexy ni glamour, mais passez vos chaussettes par-dessus le pantalon, comme ça on est sûr qu'elles ne peuvent pas se faufiler à l'intérieur de votre canon de pantalon. Ça c'est si vous sortez des sentiers ou des choses comme ça, vous allez ressembler à Tintin en l'occurrence en faisant ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis il existe aussi des répulsifs à tiques spécifiques pour les tiques, donc là aussi tu peux utiliser ça. Et puis porter des habits clairs parce qu'en fait ça te permet de mieux les voir. C'est pas que ça les attire moins ou pas du tout, c'est que une tique sur un habit noir, tu vas pas forcément la voir. Sur un habit blanc, tu vas tout de suite la repérer. Contrôler les enfants aussi parce qu'ils se rendent pas compte. Il faut... Et les animaux. Parce que les chiens, évidemment, surtout, si tu pars te promener en forêt avec ton chien, il y a de forts risques pour qu'il revienne avec une tique posée dessus. Donc c'est bien aussi de les palper, tes chiens, quand tu rentres de promenade, pour t'assurer qu'effectivement ils n'ont pas été, on va dire, victimes d'une tique. Restez avec nous. Le Morac Show de l'été revient dans un instant. Morac Show. Culture Pop. Avec Laurent Flukiger. Excellente matinée, merci d'être avec nous. C'est déjà la dernière fois qu'on accueille Laurent Flukiger, oui, puisqu'après on sera en période de vacances. Vous allez le retrouver en podcast, vous inquiétez pas, sur Formidable Plus, et puis pour les best-of de l'été. Bonjour Laurent Flukiger. Salut Philippe. Comment il va? Beaucoup d'émotions, c'est la dernière. Comme une dernière, un petit peu triste quand même.
Et cette semaine, tu nous parles d'une toute nouvelle série que tu as adorée, Sa Majesté des Mouches. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, c'est une des meilleures séries que j'ai vues cette année jusqu'à présent. Ah, carrément. Stephen King lui-même l'a recommandée. Elle était produite par la BBC et puis ici en Suisse on peut la trouver depuis peu sur Canal+. Ouais. Sa Majesté des Mouches, Lord of Flies en anglais. C'est à la base un livre de l'auteur britannique William Golding, publié en 1954. Le pitch: des jeunes garçons se retrouvent livrés eux-mêmes sur une île tropicale sans aucun adulte. Ouais. Tentant de maintenir un semblant d'ordre à la civilisation, ils s'organisent en divers groupes avec des tâches précises. Mais bientôt ils connaîtront la violence ainsi que des luttes de pouvoir qui les mèneront au chaos et à la perte de l'innocence. Au fond, un Koh-Lanta de l'horreur. Ouais. Ici, en 4 épisodes, à la mise en scène esthétisante et à l'atmosphère oppressante, c'est vraiment incroyable. Vous avez parlé de Koh-Lanta, ça va plaire à Mike Perez. Et ce récit, même là, il a 70 ans, et il est pourtant terriblement d'actualité. C'est ça qui est fou. Oui, en fait, cette série s'inscrit dans une société où les jeunes perdent toujours plus leurs repères. On en parle quand même pas mal dans les médias et tout. On parle de masculinisme aussi. On parle de violence endémique, notamment quand il y a eu les manifestations après la victoire du PSG. Ouais, et puis, en fait, cette série, elle pose une question que Golding posait déjà en 1954 et qui n'a jamais été aussi actuelle. Est-ce la société qui nous rend humains ou la violence est-elle tapie en chacun de nous? Et puis, c'est pas étonnant que ce soit Jack Thorne derrière cette adaptation. Jack Thorne, c'est le co-créateur d'Adolescence. Tu sais, c'est cette série Netflix phénomène de l'an dernier. Oui, tout à fait. Adolescence, ça montrait la chaîne cassée entre les adultes chargés d'éduquer et les nouvelles générations. Oui, c'est ça. Là, Sa Majesté des Mouches nous montre des enfants livrés eux-mêmes. Et on va voir combien de temps les plus faibles peuvent tenir face aux plus forts. Ouais. Autre point essentiel, c'est le casting de cette série. Ouais, les jeunes acteurs, ils sont tellement talentueux. Mention spéciale à Lux Pratt, 13 ans, qui joue Jack et qu'on retrouvera en Drago Malfoy dans la série Harry Potter prévue pour Noël 2026. Mais ils sont tous très bons. Et pour certains, c'est pour la première fois devant une caméra. Et je l'ai dit avant, la mise en scène est esthétisante et en effet, la plupart des plans sont pensés comme des tableaux. Il y a aussi de longs gros plans sur des insectes. Ça, j'ai adoré aussi pour couronner le tout. La musique a été coécrite par Hans Zimmer en forme. Ah, carrément. Voilà, Sa Majesté des Mouches, c'est 4 épisodes. 3h40 en tout. Ouais. C'est beau, glaçant. Collez-vous comme des mouches devant votre écran. Eh bien, merci pour ce conseil. Et donc, n'hésitez pas, effectivement, Sa Majesté des Mouches. Et c'est conseillé fortement par Laurent Flukiger, à qui on souhaite également un bel été et qu'on serait... Merci. On se réjouit de te retrouver, mon cher. Oui, alors, avec plaisir pour moi aussi. Bel été à tout le monde. Restez avec nous. Le Morax Show de l'été revient dans un instant. Morax Show. C'est déjà l'été dans le Morax Show avec un max de musique. Excellente journée, merci d'être avec nous. Il est temps de retrouver Pal de Gomme qui nous rejoint. Je lui ai passé un petit coup de fil. Salut Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Comment il va bien? Mais ça va bien, impeccable. Découvrez le monde de la télé avec Pal de Gomme. On parle évidemment de bande dessinée et on parle de quoi pour commencer? Alors on va parler en fait d'un monument du dessin de presse, c'est Barrigue. En fait, il vient de sortir un livre qui s'appelle Pour en finir avec Barrigue. C'est le premier tome qui sort chez Yvette. Alors bien sûr, plus besoin de présenter Thierry Barrigue. Sacré Barrigue. Il est né en 1950 à Paris. Ouais. Son premier dessin, il est paru en 1971 pour le journal Rock Extra. Puis après, il a travaillé pour Rock & Folk. Il a passé pour plein de journaux. Puis en 1979, il a commencé à travailler chez nous en Suisse pour Le Matin. Ouais. Et en 2009, il a créé en fait le journal satirique roman Vigous. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que Barrigue, ça fait plus de 56 ans qu'il dessine avec humour et satire en fait la vie de tous les jours. Et ce qui est super sympa, c'est qu'il nous revient en fait avec une nouvelle collection, comme il faisait avec les barricatures, sauf en sorte de best-of. Et c'est vrai que on se pose la question avec Barrigue en lisant ce livre, est-ce qu'on peut rire de
tout, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce qu'on peut encore tout dessiner? Parce qu'en même temps, avec tout ce qui se passe avec Trump, Poutine, aussi bien ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, la retraite, ça donne pas envie de lire, hein. Non, c'est vrai que c'est un peu compliqué maintenant si on veut faire du dessin de presse. Et puis on a aussi bien l'égalité entre les hommes et les femmes, les votations en Suisse, et même les voitures en fait en droit au dessin de presse. Et en même temps, c'est 120 pages pour rire de tous les jours. Et c'est vrai que ce qui est génial avec Barrigue, c'est qu'on rigole tous les jours, parce qu'en même temps, il a ce petit côté décalé. C'est un grand dessinateur de presse, donc ça qui est génial. Il arrive avec ses jeux de mots à piquer où il faut, et c'est vrai que c'est sympa. Donc c'est le premier tome qui va sortir, donc ce qui est génial, comme il a marqué sa couverture, fini de rire, mais en même temps, on n'a pas fini avec Thierry Barrigue. Ça s'appelle Pour en finir avec Barrigue. C'est le deuxième tome, le premier tome qui vient de sortir. Donc le deuxième tome va bientôt sortir, j'espère, et c'est sorti chez Yvette. Restez avec nous. Le Morax Show de l'été revient dans un instant. Morax Show. Les sujets de Mike. Mike, on parle de quoi? On parle de cinéma, ça va te plaire? Ah oui, à 24 images secondes, j'adore ça. Avec un magnifique livre qui s'appelle La Suisse au cinéma qui vient de sortir. La chronique de Mike. Moteur, ça tourne, on parle de cinéma action. Oui, parce que la Suisse, elle a inspiré le cinéma mondial, bien plus qu'on ne l'imagine. Il y a un nouveau livre qui s'appelle La Suisse au cinéma, publié chez Helvétique, en collaboration avec la Cinémathèque suisse, qui vient de sortir. Il recense 100 films qui ont été tournés, ou en tout cas en partie situés dans notre pays depuis 1929 jusqu'à nos jours. Alors les plus connus, si je te demande quelles sont les scènes de cinéma les plus mythiques tournées en Suisse. Il doit y avoir dans les grands films, grands films. Dans les James Bond. Oui, James Bond, oui. Dans les James Bond, il y en a eu plein, hein. Il y a eu plein de séquences. Stade, il y en avait effectivement. Goldfinger sur la route du col de la Fourca, hein. C'est l'image la plus iconique de ces routes suisses avec James Bond et son Aston Martin sur cette route. Mais voilà, il y a aussi eu d'autres films qui ont été tournés en Suisse. Tu as parlé effectivement de Ça se fait. Voilà, d'autres films ont vu quelques scènes être tournées en Suisse en ce qui concerne les James Bond. À Gstaad, dans le Gstaad Palace, on a aussi une scène mythique d'une comédie, Le Retour de la Panthère Rose, avec l'inspecteur Clouseau, alias Clouseau, j'ai mal lu, alias Peter Sellers, tellement drôle, qui tourne dans ce hall d'entrée du Gstaad Palace. Après, évidemment, il y a des gens qui sont attachés à la Suisse, qui ont tourné en Suisse. Je pense à Claude Chabrol notamment. Merci pour le chocolat a été tourné à Lausanne. Avec Dutronc. Voilà, dans la gare de Lausanne. À l'ancienne gare quand elle était encore en une pièce. Et puis, tu sais qu'il y a aussi passablement de films qui ont été tournés en Suisse, qui sont les films de Bollywood, hein, donc les films indiens, le cinéma indien. Ils adorent la Suisse. A beaucoup utilisé la Suisse comme décor. Notamment le pays de Mayenfeld, tu sais, où il y a Idvi, le Highland. Et le pont de Saanen aussi. Le pont de Saanen, il y a eu une scène qui a été tournée là-bas, d'un des gros carton du cinéma indien, et aujourd'hui encore t'as énormément de touristes indiens qui veulent aller voir ce pont, qui veulent se faire prendre en photo sur ce pont parce que c'est une scène d'un de leurs films les plus connus. Et puis il y a des acteurs qui sont effectivement souvent venus tourner des scènes dans des endroits mythiques, comme Robert Redford qui a skié sur la piste du Lauberhorn à Wengen dans La Descente Infernale, ou encore Clint Eastwood qui a tourné La Sanction face à l'Eiger, et puis Leonardo DiCaprio devant le jet d'eau de Genève dans Le Loup de Wall Street. Donc voilà pour quelques-unes des scènes mythiques du cinéma où la Suisse était là en arrière-fond. Donc tu retrouves tout ça dans ce livre, La Suisse au cinéma. C'est signé Arnaud Aubel et c'est aux éditions Helvétique. Restez avec nous. Le Morax Show de l'été revient dans un instant. Morax Show. L'été dans le Morax Show avec un max de musique. Bonjour Vanille. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Il est l'heure de parler vin, alors parlons vin et parlons bien. Ah oui, on va parler bien de vignerons, ouais. La chronique de Vanille.
la chronique de Vanille. Et quel est le sujet du jour, ma chère Vanille? Et bien justement, on va parler vignerons. Je vais vous conseiller 5 vignerons suisses à découvrir avant l'été. Parce que c'est vrai je parle beaucoup du vin suisse, mais souvent on me dit oui, mais d'accord, mais on doit goûter quel vin suisse? Tous. Donc, Donc j'ai décidé de mettre un peu le doigt sur des vignerons qui méritent d'être découverts si ce n'est pas déjà fait en Suisse, tout simplement. Très bonne idée. Alors, par quoi on commence? On va commencer. Alors vraiment, je me suis pas risquée. Là, je vous parle vraiment de domaines reconnus, salués par la critique internationale, notamment par le guide de Robert Parker, qui reste profondément ancré dans le terroir. Donc, j'ai pris aucun risque. Pour ceux qui veulent me taper dessus, vous pouvez y aller. J'y suis allée sur vraiment des valeurs sûres, mais au moins, ce sont des valeurs sûres. Voilà. D'accord ? Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Ouais. Alors, numéro 1, parfaitement assumé. Je suis sûre, Philippe, que tu peux deviner de qui je vais parler en numéro 1. C'est une femme, elle est en Valais. C'est Marie-Thérèse Chapa. Chapa, oui, que tu as rencontré il y a 2 semaines. Voilà. Ouais, tout à fait. Impossible de ne pas commencer par elle. C'est Bien une sûr. figure emblématique du vin suisse. Je pense que même pour les gens qui ne s'y connaissent pas en vin suisse, ils ont déjà entendu parler de Marie-Thérèse Chapa. Ses vins sont régulièrement salués par la critique internationale. Ses blancs, notamment à base de Petit Arvine ou de Marsanne, sont d'une précision et d'une intensité remarquables. C'est une signature, une émotion, une femme extraordinaire. Donc des vins, valeurs sûres à tester, ceux de Marie-Thérèse Chapa. C'est noté. On reste en Valais avec Jean-René Germanier. Ah oui. Eh ben oui, là aussi on parle d'une valeur sûre, un domaine historique reconnu bien au-delà des frontières, des vins élégants, parfaitement maîtrisés, avec une régularité impressionnante. C'est une valeur sûre, souvent très bien notée dans les guides internationaux toujours, parfait pour comprendre le style valaisan. Là c'est du haut niveau. Paolo Basso, qui est vigneron, bien sûr, meilleur sommelier du monde 2013. Il est partout, Paolo Basso. Sacré personnage. Ah oui, un tempérament aussi fort que ses vins. Il développe aujourd'hui donc ses propres vins au Tessin. Une approche très précise, presque chirurgicale du goût. C'est vraiment à découvrir aussi. Alors là, j'ai toujours peur de l'écorcher, mais c'est Gentambein. Gentambein, c'est dans les Grisons, un domaine culte. Je ne sais jamais prononcer ce nom. À défaut, je ne parle pas allemand. C'est pour ça. Oui. Des pinots noirs et des chardonnays qui rivalisent avec les plus grands vins internationaux. C'est vrai qu'ils ont des choses incroyables là-bas. Ah ouais, ils sont régulièrement cités dans les grands critiques, dont Parker justement. Je me suis vraiment basée sur les grands guides internationaux pour faire ce top 5. C'est des vins qui sont très recherchés, difficiles à trouver d'ailleurs. Il y a Anne-Claire Schott, c'est une nouvelle génération de vignerons suisses, de vigneronnes, avec une approche plus libre, plus contemporaine des vins, vraiment à goûter, des vins vivants, précis, qui bousculent les codes. Donc n'hésitez pas aussi à découvrir les vins d'Anne-Claire Schott. Conclusion, si vous cherchez des vins pour cet été ou simplement des domaines à découvrir, retenez ces noms. Il y en a plein d'autres, bien sûr, moins connus, que je pourrais vous donner avec plaisir dans les prochains temps. Yeah, 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 yeah. Restez avec nous. Le Morax Show de l'été revient dans un instant. Morax Show. Les sujets de Mike Pérez. Mike Pérez. Allez, on parle de quoi? On parle de ces boissons tendances dont tu entends certainement parler, le matcha, le kéfir, les shots de gingembre. Oui. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? La chronique de Mike. Les nouvelles boissons tendances, est-ce qu'elles valent la peine, hein? C'est vrai qu'il y a plein de nouvelles boissons qui ont émergé, on en voit partout en ce moment, effectivement, notamment le maté, hein, c'est ça? Le maté, c'est effectivement quelque chose qui vient d'Amérique du Sud et qui est très à la mode. C'est beaucoup les footballeurs qui l'avaient mis, qui l'ont mis à la mode avec cette espèce de poche, je sais pas comment tu peux l'appeler, quoi, de tasse recouverte avec une paille qui ressort, et puis ça donne un petit look aussi assez sympa, mais ça reste une sorte d'infusion. Hein. Il y a le matcha aussi, qui est très très à la mode. C'est une poudre de thé vert japonais, mais qui contient de la caféine, donc un peu plus que le thé. Et puis il y a des effets,
en tout cas bénéfique disent certains, apaisant disent même d'autres, et que c'est quelque chose de très très agréable à boire. Il y a le kéfir, hein. Ça c'est un lait fermenté qui contient des vraies bactéries utiles pour la flore intestinale, et là il y a des études qui montrent des effets positifs, notamment chez les personnes qui souffrent de maladies intestinales chroniques. Donc il faut juste faire attention, c'est que si tu commences à consommer du kéfir, il faut y aller progressivement, hein, parce que si tu en prends trop d'un coup, tu risques d'avoir des ballonnements au début, donc faire attention à ça, faut y aller par dose. Et une boîte d'Imodium à côté. En dose homéopathique au départ. Il y a les shots de gingembre qui sont aussi très à la mode. Il y a des effets anti-inflammatoires qui nous sont vantés. Est-ce que c'est vraiment efficace? Alors là, les études n'arrivent pas encore vraiment à le démontrer. On dit que oui, ça peut atténuer certaines nausées. Ça, c'est prouvé. Par contre, pour ce qui est, par exemple, de protéger des rhumes, là, les experts sont un peu plus sceptiques. Donc voilà, il n'y a aucune de toutes ces boissons dont je viens de vous parler qui protège de manière avérée contre des maladies. Ouais. Ça ne va pas non plus te purifier le corps comme ça, comme par magie. Une fois encore, le secret d'une santé excellente, c'est de manger équilibré, de faire attention à soi, et c'est pas en buvant des boissons soi-disant magiques, des remèdes miracles ou je ne sais quoi, que tout d'un coup ça va aller comme sur des roulettes. Donc c'est un tout, c'est peut-être un petit plus, c'est peut-être dans la tête aussi, mais voilà, avoir de l'activité physique, une alimentation équilibrée, le sommeil, on en parle souvent, hein, d'avoir un bon sommeil, c'est l'essentiel, ce sont les bases pour avoir une vie saine. C'est comme le Red Bull, hein. C'est pas parce que vous en buvez qu'il y a des ailes qui vont pousser. Hein. Non, ça se saurait. C'est déjà les... Restez avec nous. Le Morax Show de l'été revient dans un instant. Morax Show. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Excellente matinée, merci d'être avec nous. Il est temps de parler gastronomie avec Monsieur Goemio, Suisse romande, Knut Schwander. Bonjour Knut. Eh bien bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Alors on reste dans le canton de Vaud en ce qui me concerne, et puis je dis on reste parce que moi j'y habite, et puis mais enfin c'est pas à côté de chez moi parce que c'est à Grillon, donc c'est un peu dans les Préalpes vaudoises, c'est près de Villars, très belle vallée, près de Villars exactement. C'est à cette saison c'est extrêmement verdoyant, et puis le restaurant a aussi un nom de plante, ça s'appelle l'Ancolie qui est une très jolie fleur d'ailleurs, et qui se trouve donc au fond d'une, enfin pas tout au fond, mais après des habitations, des chalets, petit à petit ça se parsème, on arrive dans la nature, et puis voilà l'Ancolie, on y accède très facilement, petite route qui monte depuis la Barbeleuse, et puis et bien là il y a un trio fantastique, c'est William Bouton, Lucille Rougeron, qui les deux sont cuisiniers, et puis Vincent Ilunga qui s'occupe de la salle, et à eux trois, ils font des petits miracles. Donc, tout commence par des croquetas de ferra au fromage. C'est absolument délicieux. Le pain est fait maison. Les suggestions de vin de Vincent Ilunga sont remarquables. Les gyoza au bœuf sont une vraie merveille. C'est d'une tendreté, c'est moelleux. Le bouillon nous emmène directement au Japon. C'est juste parfait. Et puis la truite fumée et sa déclinaison d'artichaut chaud, c'est un plat qui est à la carte maintenant. Eh bien moi je vous encourage vivement à aller la goûter, puisque c'est une truite quand même, encore c'est pas le truite, et tout ça avec vue sur la vallée. Il y a une très très jolie terrasse. On est un petit peu au bout du monde, mais en même temps on y arrive très facilement. C'est un endroit que je vous recommande vivement parce que je l'ai découvert avec bonheur il y a quelques jours. Oui, c'est une très jolie région, effectivement. C'est très très sympa comme endroit. Et ça t'aide à découvrir donc du côté de Grillon. Vous vous rappelez le nom du restaurant? Alors, ça s'appelle l'Ancolie. Et puis j'ai oublié de vous parler de la caille grillée que j'ai mangée et qui est à l'ail des ours. Et bien celle-là aussi, il ne faut pas la louper. Donc il faut y aller rapidement parce que l'ail des ours, c'est bientôt fini. Oui, c'est bientôt fini. Ouais. Mais enfin, tant qu'il y en a, ça vaut la peine.
Restez avec nous. Le Morax Show de